On va pouvoir commencer. De toute façon, le webinaire est enregistré, donc vous aurez accès après au replay une fois que le webinaire sera terminé, donc d'ici la semaine prochaine. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Donc, dans ce nouveau webinaire Your Green Experience, donc, ces webinaires ont pour objectif de vous montrer des entreprises qui ont réalisé des démarches d'éco-conception et d'avoir leur retour d'expérience, savoir quels ont été les bénéfices pour eux, savoir aussi par quelles difficultés ils sont passés, savoir aussi quelles méthodes ils ont pu utiliser pour pouvoir en faire en sorte que leur produit fonctionne et leur démarche d'éco-conception également. Donc, je vais me présenter si rapidement. Donc, Louis Gilbert, je suis chef de projet au pôle éco-conception. Donc, j'ai aussi la particularité d'avoir la partie alimentaire et textile au pôle. Donc, voilà, l'objectif, c'est de trouver donc des outils adaptés à l'univers du vivant, donc avec la partie alimentaire et textile. Donc, aujourd'hui, ça sera plutôt textile. Donc, on est le pôle éco-conception, on est centre de ressources nationales sur le sujet de l'éco-conception. Donc, on a plusieurs casquettes. On est aussi centre de formation. On peut aussi également accompagner les entreprises dans leurs projets d'éco-conception. Et on va aussi faire en sorte de publier pas mal de contenu sur le sujet. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur le pôle éco-conception sur notre site. On est soutenu par l'ADEME, donc l'agence de la transition écologique en France. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Agathe de chez Ecoland. Bonjour Agathe. Bonjour. Donc Agathe qui donc fait partie de l'entreprise Ecoland, qui est une entreprise innovante dans le secteur du textile, puisqu'il a l'objectif d'avoir du nylon recyclé, le premier en France. Je laisserai Agathe nous en parler un petit peu plus en détail. Donc, on vous propose aussi d'avoir à la fin de cet échange une partie de questions. On va pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Soit vous pouvez les mettre dans le chat, soit vous pourrez directement prendre la parole à la fin du webinaire. Donc, c'est avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Pour commencer, Agathe, je vais te poser cette première question déjà de qui es-tu? Quel est ton rôle dans l'entreprise? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Yes, merci Louise. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Agathe. Je dirige les opérations de recherche chez Ecoland. Ecoland, c'est une petite boîte noire qui a décidé de recycler le nylon en France, donc à partir de nos propres déchets, et on est les premiers au monde à le faire. Donc mon métier dans la start-up, c'est d'impulser justement toute cette dynamique autour de l'éco-conception, tant sur nos opérations de recherche que sur ce qu'on produit. C'est pas mal ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc, mon rôle, c'est de manager tout ce gros projet de recherche pour amener d'ici quelques années la première industrie de recyclage du nylon à partir de textiles complexes. On va parler aujourd'hui aussi de textiles complexes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça engage et quelles sont les difficultés en termes de recyclage par rapport à tous nos vêtements? Et vous allez vous sentir concernés parce qu'on porte tous des vêtements aujourd'hui. Et vous allez voir que quand on parle d'étiquettes de vêtements et de mélange de matières, on parle de textiles complexes. Alors, Ecoland, qui on est? On est vraiment une start-up qui a été fondée en 2019. On est basé à Auxerre, en Bourgogne-Franche-Comté, mais on travaille avec toute la France. D'ailleurs, avec le pôle éco-conception, on se retrouve un petit peu partout. L'objectif de notre projet, c'est d'arriver à recycler le nylon pour faire ce qu'on appelle du fibre à fibre. Donc, de récupérer du nylon présent dans les textiles en fin de vie. On en retrouve beaucoup dans les vêtements de sport, on en retrouve évidemment beaucoup dans les collants, et de le récupérer pour refaire des bobines de fil et du coup créer de nouveaux vêtements à partir de nos anciens vêtements. Donc ça, c'est vraiment le projet des collants. Pour y arriver, on est une équipe à la fois composée d'une partie scientifique, moi je suis biologiste, et puis une autre partie de l'équipe qui est vraiment sur le secteur mode. On a décidé de réconcilier les deux et de vraiment monter un projet qui soit science et mode, avec de l'éco-conception absolument partout, que ce soit en laboratoire ou directement sur nos produits. Et donc, pour pouvoir avancer sur ce sujet, on a vraiment la partie Ecoland, qui est un programme de recherche qui vise on va le voir un peu plus en détail, à séparer les matières qu'il y a dans nos vêtements pour pouvoir récupérer le nylon. Et puis à côté de ça, fort de notre écosystème très industriel textile,
On a aussi une marque en propre. On conçoit et on produit des vêtements made in France éco-conçus en mesurant évidemment tous les impacts environnementaux pour s'assurer qu'il n'y ait pas de transfert d'impact et on en reparlera dans nos vêtements. Et donc, cette marque qu'on a lancée en fin d'année dernière, elle s'appelle Révélation. Et Révélation, elle crée 2 collections par an, des collections qui sont très capsules, en petite quantité, l'idée étant de à la fois nous roder sur notre capacité à concevoir et à produire, mais aussi d'un véritable laboratoire terrain du marché qui nous permet de prendre la tendance un petit peu sur les habitudes d'achat en mettant sur le marché des vêtements très éco-conçus, en tout cas le plus possible. Aujourd'hui, concrètement, où est-ce qu'on en est? C'est simple. On est sur de la recherche et développement. Aujourd'hui, on a réussi à créer les premières bobines au monde de nylon recyclé à partir de textiles complexes. Les enjeux pour nous, c'est de passer de notre échelle gros laboratoire à une échelle industrielle, donc de construire la première industrie du nylon sur le territoire. Et puis à côté de ça, c'est de développer justement toute cette partie marque en montrant qu'il est possible d'éco-concevoir en France, qu'il faut quand même quelques outils et donc on continue à s'améliorer, on continue là-dessus. Merci Agathe pour ce beau dépôt de paysage. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le constat qui a mené à la création des collants et de Révélation finalement? Oui, alors le constat dans le textile, c'est une des industries les plus polluantes au monde. On porte tous beaucoup de vêtements. Le but aujourd'hui, c'est pas du tout de vous faire culpabiliser et de vous dire, voilà, vous portez trop de vêtements, il faut arrêter. Il faut quand même arriver à se limiter ou en tout cas travailler sur la durabilité de nos produits. Et il y a beaucoup de gens, hein, on travaille en véritable écosystème dans le textile pour que nos vêtements soient plus durables et aussi plus éco-conçus. Le constat, c'est qu'en France, je vais prendre vraiment l'exemple de la France volontairement parce que je trouve que c'est un exemple intéressant. Il y a plus de 800 000 tonnes de textiles, linge de maison et chaussures qui sont mis sur le marché chaque année. Dans cette mise sur le marché, il y en a une partie qui est collectée, majoritairement par les collecteurs trieurs textiles. Alors, qui sont-ils? Ce sont les points d'apport volontaire que vous avez près de chez vous, ces fameuses bornes de collecte de vêtements que vous pouvez avoir à côté de votre supermarché ou autre. Ces gens-là, ils vont collecter à peu près 260 000 tonnes de textiles, linge de maison et chaussures, qui vont venir trier derrière. Leur objectif, c'est d'avoir des filières de revalorisation pour pouvoir renvoyer ces textiles en fin de vie vers une seconde vie ou en tout cas une méthode de recyclage. On estime aujourd'hui qu'il y a un peu moins de 200 000 tonnes de ce gisement-là qui est revalorisé. Revalorisé, ça va aller vers la seconde main, vers de l'export, vers plein de voies, du recyclage aussi. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a moins de 1% des vêtements en fin de vie abîmés qui redeviennent des vêtements par des voies de recyclage. Et donc, nous, Ecolan, on est vraiment spécialisés sur ce segment-là qui est très petit et qui a vocation à se développer, puisque d'ici quelques années, il faudra qu'on collecte tout autant que l'on met sur le marché et peut-être mettre aussi un peu moins sur le marché. En tout cas, l'idée, c'est qu'on s'est vraiment spécialisé sur cette filière-là. Et puis évidemment, comme je suis biologiste de formation spécialisée en développement durable, je sais à quel point les impacts sur le cycle de vie des produits peuvent être importants à toutes les échelles. Et donc, c'est important de regarder l'entièreté vraiment du cycle de vie de nos produits. Donc, ça marche pour les vêtements, mais aussi plein d'autres choses pour pouvoir vraiment faire les bons choix, et notamment en termes de consommateurs. Mais nous, on est plutôt du côté production. Dans le cas du collant, par exemple, les gros impacts, ils se trouvent au niveau de l'extraction des matières et de l'enfouissement. On parle de collant puisque c'est notre modèle d'étude. On a décidé de commencer à travailler sur ce modèle-là. Mais en tout cas, on travaille à la fois sur l'extraction des matières pour éviter d'aller chercher dans les ressources naturelles finalement de nouveaux gisements et d'utiliser les déchets qu'on a chez nous. Et aussi, on évite d'enfouir ces déchets en fin de vie. Donc, on travaille aussi sur la fin de vie du produit. Tu as parlé des cycles de vie du textile, on en reparlera un petit peu plus tard dans le webinaire, on verra quel est ce fameux cycle de vie. Donc on se rend bien compte qu'il y a une grosse problématique de recyclage du textile, donc ça c'est un fait. Est-ce que tu peux nous expliquer la problématique actuelle de ce recyclage justement? Qu'est-ce qui fait qu'en fait ça reste très problématique? Et quel est aussi l'impact de la filière du collant? Yes. Alors, le recyclage, quel vaste sujet. Le recyclage, ce qu'il faut savoir déjà dans les vêtements, c'est qu'on peut avoir à la fois des fibres naturelles et des fibres synthétiques. Nous, on s'est spécialisé dans les fibres synthétiques et plus spécifiquement dans le nylon, qui est la deuxième fibre la plus utilisée
en termes de fibres synthétiques au monde, après le polyester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart de nos vêtements, finalement, c'est des plastiques. Et il faut savoir, avant que ça devienne des vêtements et que ça devienne du fil, ce sont des petites billes, des petits granulés que l'on va venir fondre et en faire du fil pour en faire des vêtements. En fonction de si on travaille sur des fibres naturelles, comme par exemple le coton, le lin, le chanvre, ou des fibres synthétiques comme le polyester, le nylon, la chaîne de production n'est pas tout à fait la même et donc la voie de recyclage n'est pas aussi la même. Par exemple, pour le coton, il y a une forme de recyclage qui existe et qui fonctionne très bien, ça s'appelle le recyclage mécanique. Pour vous imaginer un petit peu la chose, sans vous faire un cours bien sûr sur le recyclage, c'est qu'en fait, on va mettre les vêtements en coton dans des sortes de gros grattoirs mécaniques qui vont venir gratter la matière et la défibrer, et ainsi refaire des fibres plus courtes auxquelles on va venir rajouter un peu de coton vierge pour refaire des fibres longues et refaire des fibres. En gros, c'est ça. Et ça fonctionne très bien sur un t-shirt, par exemple, 100% coton. Évidemment, il y a des limites à tout, il ne faut pas qu'il y ait trop de mélange de matière. Ensuite, on a tout ce qui est recyclage autour des fibres synthétiques. Et dans ces fibres synthétiques, comme le polyester, le nylon, on peut imaginer encore une fois que ce sont des petites billes à la base. On pourrait très bien mettre, si on avait un t-shirt 100% de nylon, dans un four un peu gros, faire fondre ça, refaire des billes et refaire du fil. Oui, en termes, ce serait en tout cas envisageable. Le problème de tout ça, c'est que quand vous regardez vos vêtements, et je vous invite en ce moment même à regarder les étiquettes du t-shirt ou du polo que vous avez sur vous, et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs matières. On peut retrouver jusqu'à plus de 10 matières dans un textile, ça c'est des grands records, mais dans la plupart des cas, on a 3 à 4 matières. C'est génial. Ces mélanges de matières, ça a fait qu'on va avoir des textiles qui vont être confortables, qui vont s'adapter à toutes les morphologies et qui vont, en tout cas, nous plaire. On va pouvoir mettre la couleur qu'on veut, etc. Le problème dans tout ça, c'est que si on imagine que ce sont des billes bleues, par exemple, pour du polyester et des billes rouges pour de l'élastane, quand on les mélange ensemble, on n'arrive pas derrière à les séparer. C'est le même concept que séparer du lait d'un café au lait. Et donc, le problème, c'est que sur la fin de vie de ces produits-là, c'est extrêmement difficile à gérer. Et donc, ce qu'on voit à l'image, c'est une photo de microscopie électronique du collant, puisque nous, on a décidé de recycler le nylon à partir de nos anciens vêtements, en commençant spécifiquement par le collant, parce que c'est un produit qu'on connaît extrêmement bien. Et donc, quand on regarde sur cette image de microscopie électronique, on se rend bien compte qu'on a plusieurs filaments au centre qui sont de l'élastane. Donc l'élastane, c'est cette fibre qui va vous permettre d'être très élastique. Vous savez, quand vous tirez dessus, après, vous avez un taux de revient. En tout cas, ça, c'est formidable sur le collant puisqu'on peut vraiment s'adapter à toutes les morphologies. Et pour pas qu'il soit directement en contact de la peau, que ce soit plus confortable, on vient l'entourer une fois ou deux de nylon. Ça permet aussi de le protéger. Et ce qui fait qu'on va avoir un seul et même fil qui va être confortable, durable, résistant, puisque le nylon est une matière qui est très résistante, mais qui va être aussi adaptable à toutes les morphologies. Donc force et robustesse, mais l'élasticité au fil, c'est ce qu'on lui demande. Et donc, ce mélange de matières, il est très bien connu par les industriels pour arriver à les mélanger entre eux, comme on le voit sur l'image. Malgré tout, on ne sait pas les séparer. Et donc, la problématique majeure qu'il y a aujourd'hui dans le recyclage textile, ce sont tous ces mélanges de matières, tous ces vêtements que vous achetez avec 4 matières différentes à l'intérieur, et notamment cet élastane, pose problème. Donc, nous, chez Collant, le vrai verrou technologique qui se cache derrière nos technos, mais ça a été d'arriver à séparer ces matières sur toujours le même exemple du lait d'un café au lait pour arriver à récupérer le nylon et le réindustrialiser derrière. Donc, pour ça, on est d'ailleurs labellisé ce qu'on appelle Deep Tech. Donc, c'est des technologies très profondes qui vont arriver, qui vont être plutôt disruptives, qui vont permettre d'avoir plusieurs applications. Et ce qu'on imagine, c'est qu'on arrive à le faire aujourd'hui, on arrive à refaire des bobines de nylon. Donc, l'objectif, ce sera de refaire des bobines de nylon pour justement, à échelle industrielle, pouvoir abonder et fournir aux marques un nouveau nylon français, local, traçable, beaucoup plus éco-conçu. Donc, on voit que dans Ecolan, l'essence même de l'entreprise est donc de diminuer l'impact environnemental des produits textiles. Et alors, comment vous vous êtes intéressé à l'éco-conception? Quelle place elle prend en fait dans votre quotidien? Donc, plutôt peut-être pour la marque Révélation. Est-ce que tu peux nous dire comment vous vous êtes lancé dans la démarche d'éco-conception? Est-ce que vous avez été accompagné? Comment ça s'est passé? En fait, quelles auraient été vos premières réflexions, vos premières étapes de réflexion? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet?
Alors l'éco-conception, c'est un vaste sujet chez nous. En fait, ça prend toute la place. Pas toute la place, c'est-à-dire que c'est toujours, une case, qui est cochée comme un post-it que vous auriez sur votre ordinateur en continu. Ben, en fait, nous, c'est comme ça qu'on l'aborde chez Ecolab. Pourquoi? Parce qu'au enfin, à l'inverse d'une entreprise traditionnelle qui aurait à prendre un virage en termes de transition écologique. Nous, on est né pour répondre à une problématique industrielle venue de l'idée d'industriel qui avait à cœur de trouver une solution pour finalement ce qu'ils mettent sur le marché. Donc, dans ce cadre-là, en fait, nous, on est né comme ça. Donc, ça a été aussi beaucoup plus simple à mettre en place puisque tout ce qu'on fait chez Ecoland, que ce soit dans la recherche ou que ce soit justement dans l'éco-conception, donc dans la conception et la production de textiles, en fait, on a ce volet éco-conception. Alors évidemment, on n'y est pas allé tout seul, même si on a des compétences en interne, bien sûr, on ne peut pas tout faire. Et un des gros enjeux qu'on a eu, ça a été vraiment de faire participer l'ensemble des parties prenantes du projet. Parties prenantes, ça veut dire l'ensemble des équipes. Des équipes, c'est à la fois les équipes scientifiques, mais aussi les équipes commerciales et les équipes développement produit avec le service achat, mais aussi les industriels textiles qui produisent avec nous et qui avaient tout à apprendre. Donc, on s'est fait accompagner par l'ADEME et aussi, bien évidemment, par le pôle éco-conception. On travaille ensemble depuis plusieurs années. L'idée étant de pouvoir sensibiliser à la fois vraiment les experts du secteur mode, les experts de l'industrie textile, les chercheurs, et voilà, et pour avoir un ensemble d'experts pluridisciplinaires qui avancent dans la même direction, avec les mêmes objectifs. Et surtout, l'éco-conception, pour nous, c'est des questions qu'on se pose constamment sur est-ce que finalement on a décidé de faire ça, est-ce que c'est une bonne idée, pourquoi, et on décortique. C'est vraiment du temps qu'on accorde à l'ensemble de nos projets et on prend le temps avant de se lancer de se poser vraiment toutes les questions qui peuvent être posées. Et donc, dans le concept de la marque Révélation, comme on crée des vêtements, l'idée c'était d'avant les produire. Donc là, on voit sur l'image, donc ça c'est le produit qui arrive prochainement, qui est disponible uniquement en précommande. On a fait des coupe-vents imperméables éco-conçus Made in France. Donc on a été très fiers de les présenter au salon du Made in France. C'était les premiers prototypes qu'on avait pour le lancement justement de la commande en ligne. Et donc dans ces produits-là, avant de choisir les couleurs, les matières, l'épaisseur, etc., l'idée c'était vraiment de se concentrer sur toutes les questions qu'on pouvait se poser en amont. Je crois que le diapo s'est fait la malle, non? Je crois qu'on est sur ton fond d'écran. D'accord, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a décidé de ne plus rester. C'est pas grave. Hop. Pendant que tu continues. Ah voilà. Ce qu'il y a, c'est que on a vraiment procédé par étapes, en tout cas pour l'éco-conception. L'idée, déjà, c'était de mettre en place vraiment la partie basique de l'éco-conception et réfléchir à la conception avant de produire. Quel produit, quelle taille, quelle matière, etc., etc. En fait, les grosses questions qu'on peut se poser quand on crée une collection, de toute façon, dans le secteur de la mode. Et vraiment pour dégrossir un peu le sujet et justement, dès cette étape-là, faire participer encore une fois l'ensemble des parties prenantes jusqu'à la direction artistique. L'idée ensuite, pour aller plus loin, on a décidé de former vraiment l'équipe pour impacter vraiment à échelle presque personnelle l'ensemble des personnes qui travaillent avec nous, que ce soit dans l'équipe ou nos partenaires. Et donc, l'idée, c'était de sensibiliser tout le monde à l'éco-conception et donc d'avoir les mêmes bases de réflexion et du coup les mêmes connaissances finalement un peu théoriques qu'il fallait avoir pour commencer. Donc ça, on l'a fait avec le pôle éco-conception qui nous a accompagnés sur cette partie-là. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire sur l'éco-conception. Il y a peut-être autre chose, mais on reviendra dessus sur la partie polyester. OK. Alors Agathe, tu nous as pas mal parlé du cycle de vie de vos produits. Donc si on reprend un petit peu ce cycle de vie du vêtement de manière théorique, donc en fait, l'enjeu environnemental dans le textile, il peut être différent en fonction de la fibre qu'on va utiliser. Donc pour rappel, il existe 3 fibres. Des fibres plutôt naturelles, donc c'est ce qu'on va retrouver dans la laine, par exemple, le coton, etc. Il va y avoir donc des enjeux environnementaux en lien avec l'agriculture, puisque voilà, on va retrouver les enjeux, par exemple, de la culture de coton, de l'élevage pour la laine, etc. Donc, ça va être des enjeux plutôt issus de l'agriculture pour la partie fibres naturelles. On va retrouver aussi ensuite des fibres artificielles. Donc, c'est toutes les fibres qu'on dit cellulosiques.
donc issu de cellulose de bois en général. Après, ça peut être d'autres types de cellulose. Donc là aussi, les enjeux environnementaux vont être spécifiques en fonction de la matière première. Oui, après, on va retrouver tout ce qui est les fibres donc, issues de la pétrochimie, toutes les fibres synthétiques. Donc là, on va avoir plutôt des enjeux environnementaux en lien avec l'extraction du pétrole. Donc pour passer de cette matière première à une fibre, il va y avoir tout un tas de traitements qui vont aussi nécessiter un impact environnemental pour arriver à ce qu'on appelle la filature. Donc, ça va être cette fameuse matière qui va nous permettre de confectionner notre textile. Ensuite, une fois qu'on a la filature, on va pouvoir passer au tissage, tricotage de ce fil. Donc là aussi, en fonction du process, on va avoir un impact à cette étape. Ensuite, on va avoir l'étape d'énoblissement. Donc, c'est vraiment ce qu'on va apporter au textile comme caractéristique. Donc, ça peut être une imperméabilisation, ça peut être un blanchiment, ça peut être une coloration après avoir blanchi le textile, etc. Donc, ça va être toutes les étapes d'après aussi du textile. Donc, là aussi, on va retrouver beaucoup d'enjeux environnementaux en lien avec cette étape, surtout sur certains types d'énoblissement en particulier. Une fois que notre produit est passé par cette étape, on va avoir les confections, opérations de finition. Donc, c'est là où on va ajouter la fabrication, les fournitures également. Donc, les fournitures, tout ce qui est fermeture éclair, boutons, etc. Donc, là aussi, il va y avoir certains enjeux. Ensuite, on va retrouver toute notre logistique. Donc, ça va être les emballages primaires, mais aussi les emballages secondaires et tertiaires qui vont participer en fait à toute la logistique de notre vêtement, puisqu'on rappelle pas encore beaucoup, mais le vêtement voilà, est un produit très mondialisé. Donc, en général, ce cycle de vie est un petit peu partout dans le monde. Donc, il va y avoir aussi tous ces enjeux à la logistique, donc sur les emballages, mais aussi les transports et le stockage. On va avoir après l'étape de vente, donc en magasin. Ensuite, on va avoir aussi l'étape d'usage et d'entretien qui est aussi très importante dans le textile, puisque c'est là aussi où on va retrouver de gros enjeux environnementaux, donc notamment donc à l'entretien du vêtement. Donc, quand on va le mettre en machine, on va aussi générer de l'impact environnemental avec les consommations d'eau, de produits, d'électricité, etc. Donc, il va y avoir aussi, il y a tout aussi un enjeu sur la durabilité. On pourra en reparler avec Agathe sur cet aspect-là, mais qui est très important aussi pour un vêtement textile. Une fois qu'on a usé, enfin qu'on a entretenu notre vêtement, qu'on l'a usé et qu'il était en fin de vie, on a plusieurs choix de fin de vie finalement. Donc, il va y avoir la partie enfouissement. Donc, notre vêtement n'a vraiment plus de vie derrière, il est enfoui en général. Voilà, c'est quand même une grosse partie des vêtements jetés. On va avoir aussi une valorisation énergétique possible. Donc, en fait, c'est de l'incinération. Ça représente aussi un impact. On peut avoir aussi du réemploi. Donc inscrire les vêtements dans une boucle d'économie circulaire. Et il peut y avoir également du recyclage. Donc, ce que Agathe nous expliquait notamment pour Ecoland, donc c'est tout l'enjeu en fait de recycler les fibres pour ne pas avoir tous ces enjeux, ces impacts environnementaux qu'on voit aux matières premières, donc avec selon la fibre qu'on choisit, et de réutiliser en fait la fibre qui a déjà servi pour la vie d'un vêtement et la remettre dans la filature. Donc ça va être l'objectif d'Ecoland avec le nylon notamment. Voilà pour le petit rappel sur le cycle de vie d'un vêtement. Agathe, donc vous êtes passée, vous avez réalisé des analyses de cycle de vie pour vous rendre compte aussi de l'impact environnemental de votre innovation. Est-ce que ça vous a aidé à prendre des décisions par rapport aux matières utilisées? Quels ont été vos résultats? Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce qu'il y a eu des transferts d'impact? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette partie évaluation environnementale? Carrément. Alors, dans les outils d'éco-conception, effectivement, on analyse le cycle de vie et merci Louise d'avoir détaillé tout ce parcours. Peut-être pour certains, c'est une nouveauté, en tout cas de prendre connaissance ou en tout cas conscience que effectivement dans la fabrication d'un produit, il peut y avoir vraiment, vraiment plein d'étapes. En tout cas, dans le textile, c'est parmi les produits qui nécessitent énormément d'étapes. Et effectivement, comme on est en système plutôt mondialisé, on a des matières qui viennent de l'autre bout du monde, même si le transport est souvent
pas en tout cas, nous, dans nos cas, les premières sources d'impacts environnementaux, donc qui sont vraiment plutôt liées aux matières premières. Donc en tout cas, l'analyse de cycle de vie pour nous, c'était une certitude qu'il fallait en faire, idéalement avant la conception des produits parce que ça permet de tirer des conclusions sur les bonnes pratiques ou les moins bonnes pratiques. En éco-conception, on commence souvent par du bon sens, en tout cas quand on amène cette thématique dans une équipe pluridisciplinaire où c'est pas toujours très simple d'amener ça. Et donc, dans le bon sens, parfois, on peut se tromper. Et c'est là que l'analyse de cycle de vie va venir vraiment compléter finalement tout ce qu'on pensait être une bonne chose, parfois pour quelque chose de mieux. Et donc, ça nous permet de prendre des pistes d'amélioration, puisque nous, chez Collant, il y a vraiment quelque chose qui nous caractérise. Et ça, je pense que c'est tous les gens qui travaillent sur l'éco-conception, c'est le fait d'être en amélioration continue de nos procédés, à la fois sur la partie recherche, mais à la fois aussi finalement sur la partie conception et production. Et donc, dans ce cadre, dans ce contexte-là, l'analyse de cycle de vie, c'est un outil formidable pour pouvoir mesurer finalement les actions qu'on met en place. Et donc, sur tous les produits qu'on a fait, on a fait l'analyse du cycle de vie. Puis là, je vais revenir sur le tout premier produit de révélation qui a été une chaussette. Donc là, j'ai encore un prototype, vous voyez, sur mon bureau dans les mains. Cette chaussette, on avait décidé de faire une chaussette 100% recyclée made in France. Pas facile parce que pour avoir du fil recyclé, ça se comporte de manière différente sur les machines. Outre les impacts environnementaux qu'on a mesurés et sur lesquels je vais revenir, en fait, en termes de production, ça a été complexe. Et pour tout vous dire, on a mis plus d'un an à prototyper ce produit-là pour être sûr que on arrivait bien à le faire et qu'il correspondait au cahier des charges qu'on s'était fixé d'éco-conception vis-à-vis de l'analyse des cycles de vie qu'on a réalisé. Alors, en tout cas, là, on voit quelques résultats qu'on a décidé de vous montrer aujourd'hui. Qu'est-ce que veulent dire ces graphes? C'est qu'on a fait vraiment une analyse complète sur ce produit, et on va y revenir. L'analyse de cycle de vie était un des outils, et dans cet outil, on s'est dit, on va venir comparer, savoir si le polyester, donc c'est la matière qu'on a utilisée pour faire ce produit-là, le polyester recyclé est-il mieux ou moins bien finalement que du polyester vierge? On s'est quand même posé la question, même si le bon sens dirait que c'est plutôt comme ça, from scratch, un gain environnemental, mais en fait, on voulait pouvoir le vérifier, le mesurer. Et donc, ce qu'on voit sur le graphe de gauche, c'est la différence justement entre le polyester, donc recyclé, le RPET, comme on l'appelle, et le PET vierge, donc le polyester qu'on utilise dans la plupart de vos vêtements. Ce que l'on voit, c'est qu'en fait, on a étudié plusieurs impacts qui sont le réchauffement climatique, l'écotoxicité marine, les radiations, etc. Donc, c'est des critères qu'on a choisis ensemble en équipe avec le pôle éco-conception, qui, à notre sens, répondaient le mieux, en tout cas, à l'étude qu'on voulait mener. Et donc, si je regarde, par exemple, sur les ressources naturelles, en fait, le polyester recyclé, forcément, a beaucoup moins d'impact, quasiment de 40% en gain environnemental, du coup, par rapport à du polyester vierge, parce qu'au lieu d'aller chercher dans les ressources naturelles, finalement, des matières, on va venir recycler une matière qui existe déjà. Et donc, rien que pour ça, ça nous a permis de mesurer les gains environnementaux finalement de nos produits sur ces 6 critères qu'on avait définis, notamment sur le réchauffement climatique et sur l'écotoxicité marine. Et sur le réchauffement climatique, on voit qu'il y a quasiment 20% de gains environnementaux du polyester recyclé versus du polyester vierge. Donc, en tout cas, ça nous a rassurés sur notre choix de matière. Et on avait décidé de toute façon de travailler sur des matières synthétiques puisque c'est notre cœur de métier. Et que ça correspondait, là j'en parle pas, mais sur la durabilité du produit qu'on voulait avoir. À droite, vous avez un autre graphe qui représente, là pour le coup, la comparaison entre la chaussette Révélation et des chaussettes qu'on a prises volontairement sur le marché qui n'avaient pas forcément quelque chose à voir en termes de matière, de couleur, etc. On a juste pris un panel qui pouvait représenter au mieux finalement les chaussettes que l'on trouve sur le marché aujourd'hui en France. Y compris dans la grande distribution. L'idée étant de comparer finalement, encore une fois, sur ces critères-là, l'intérêt de la chaussette Révélation sur le rayonnement ionisant, la rareté des ressources marines, encore une fois, l'écotoxicité, etc. Et là, on se rend bien compte que les gains environnementaux sont vraiment intéressants. Si je prends encore une fois la rareté des ressources fossiles, le fait d'avoir utilisé de la matière recyclée, d'avoir éco-conçu notre produit, je passe les détails sur tous les modes d'éco-conception qu'on avait travaillé sur ce produit-là, mais par exemple, c'était de la taille unique, ce qui fait qu'on avait beaucoup moins de déchets de production parce qu'en fait, nos machines à tricoter tournaient moins longtemps et donc, du coup, étaient réglées toujours de la même manière. Et en fait, tous ces petits
tips-là nous ont permis vraiment de gagner au total du cycle de vie sur ces critères. Donc ça, c'est vraiment des résultats qui ont conforté notre choix juste sur nos différents choix de manière de concevoir et de produire ce produit-là. Donc, c'est une rassurance en fait en termes de chiffres, à la fois sur ce qui existe dans une base de données et à la fois en comparaison, comme on l'a fait avec d'autres textiles qui existent sur le marché. Aussi, Et juste pour... oui. oui, non, vas-y Louise, c'est plus simple. De toute façon. Là, j'allais te demander si tu allais nous parler, du coup, est-ce que d'un point de vue résistance mécanique, est-ce que vous avez trouvé aussi des résultats intéressants? Parce que là, on voit les résultats d'analyse de cycle de vie assez bruts, mais c'est vrai qu'il faut remettre dans son contexte. Il y a une unité fonctionnelle derrière. Est-ce que si notre chaussette révélation, on peut la porter, bah, en fait, 2 fois plus de temps, donc ça peut aussi avoir son impact. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de cette résistance? Oui, oui, carrément. En fait, on est allé beaucoup plus loin dans la démarche parce qu'en plus de mener une étude d'analyse de cycle de vie d'experts, comparative, en plus, puisqu'on a pris une chaussette du marché qu'on ne peut pas citer, mais en tout cas, on a vraiment fait 2 ACV et on a comparé, ce qui est beaucoup plus bénéfique en fait pour faire apparaître les gains environnementaux. On est allé plus loin, on a travaillé avec des centres techniques textiles pour faire des tests de résistance mécanique pour voir en fait si à l'abrasion, au frottement, etc., dans le porté de la chaussette, on pouvait se comparer par rapport aux chaussettes du marché. Et donc là, on s'est rendu compte qu'on était plutôt bien placé. Donc ça veut dire que notre mode de tricot, etc., qu'on a amélioré en plus par la suite à ces résultats, en fait, c'était vraiment le meilleur choix. Et donc là, ce qu'on voit à l'image, c'est qu'en plus de ces tests de résistance mécanique qui nous permettent d'assurer la durabilité de nos produits, on a fait aussi des tests de recyclabilité parce qu'on est quand même un peu passionné par le sujet. Même si c'est une matière qu'on ne travaille pas dans nos laboratoires, parce qu'on est vraiment spécialisé dans le nylon, comme là on produisait du polyester, qui reste une matière synthétique et qui se travaille parfois à peu près de la même manière, on s'est dit on va quand même essayer de recycler nos produits avant qu'ils sortent sur le marché pour voir si on peut les consigner, si on peut mener une étude, si on ne pourrait pas les recycler en nouvelles chaussettes. Et donc, on a fait des tests de recyclabilité mécanique et thermomécanique. Mécanique, je l'ai abordé tout à l'heure quand je vous ai parlé du coton et que je vous ai dit que dans les gros grattoirs, on mettait la matière et on défibrait. On a essayé sur notre chaussette. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'élastane qu'on a dedans, qui nous permet d'avoir justement adaptable à toutes les pointures et plus de confort aussi et de tenue pour éviter qu'elle tombe dans la journée, en fait, a posé problème. On n'avait pourtant mis que 4% d'élastane parce que justement, les centres techniques nous avaient dit vous aurez peut-être une chance de faire des tests, mais il ne faut pas dépasser 5% d'élastane. Donc, on a travaillé avec notre tricoteur pour mettre le moins possible d'élastane dedans. On a travaillé sur un fil qui ressemble très proche à un fil de collant, donc un mélange de polyester et d'élastane, qui nous a permis de faire des tests de recyclabilité, en tout cas mécanique, et aussi thermomécanique. Alors, je vous l'ai dit, vos vêtements, la plupart du temps, c'est du plastique. Il ne faut pas avoir peur de ça parce que le plastique, il crée beaucoup de pollution quand on le crée, quand on extrait les matières premières. Mais une fois qu'on l'a, par contre, en termes de recyclage, il est souvent beaucoup plus intéressant que certaines fibres naturelles. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est dit, pourquoi pas réchauffer notre chaussette au four, refaire des granulés et revoir si on peut refaire des chaussettes. Donc, on a fait une étude de recyclage thermomécanique qui a donné les granulés que vous voyez là. Alors, on les a réalisés avec les déchets de production. Et là, pour le coup, donc vraiment après la production, l'idée étant de voir si sans produire plus de déchets, donc on a utilisé vraiment que ce qu'on avait, toutes celles qu'on ne pouvait pas vendre, pour faire ces granulés-là. Donc c'est un mélange de couleurs qui a fait ces granulés violets. Et ces granulés violets, on en a fait des bobines de fil que vous voyez sur l'image de droite. Voilà, pour prouver qu'on était capable, en tout cas, de faire des études de recyclabilité thermomécanique. On est même allé plus loin puisqu'on a même fait des tests sensoriels pour voir si le polyester, et en tout cas le polyester recyclé, pouvait être une matière intéressante au toucher et pouvait ne pas effrayer finalement la clientèle qui avait l'habitude, par exemple, d'acheter du coton ou des matières naturelles. Là aussi, les résultats sont super ressortis en termes de douceur, etc. Voilà, je ne peux pas tout vous communiquer, mais en tout cas, on est vraiment allé très loin en termes d'éco-conception et même de tests derrière de recyclabilité pour la fin de vie. Donc vraiment, on a pris en compte l'ensemble de la vie de notre produit. On a fait une étude chiffrée qui est l'analyse cycle de vie comparative en plus, du coup, dont certains résultats qu'on vous montre ici. Puis on a fait des tests aussi de recyclabilité pour travailler sur la fin de vie, pour réduire au maximum les impacts et vraiment analyser finalement toutes les stratégies qu'on pouvait avoir autour de la fabrication d'un vêtement
à partir de matières recyclées, made in France, avec les partenaires avec lesquels on travaille pour la R&D. Voilà, concrètement, je pense avoir répondu à tout ça. Peut-être quand même que vous voulez savoir ce qu'on a décidé de faire à la fin de toutes ces études. Donc, on a décidé de travailler sur du polyester recyclé à 100%, enfin à 87%. Les 4% étant de l'élastane recyclé qu'on avait aussi sourcé sur le marché. Et pour la petite anecdote, même le logo qu'il y a sous les chaussettes, donc le logo de la marque Révélation, et aussi du fil recyclé. Et ça a été super galère en termes de production de produits, parce que c'est un fil qui a plus glissé. Donc voilà, on a dû recommencer quelques fois pour pouvoir arriver à ce projet-là, mais on est hyper fiers de sortir aujourd'hui avec la marque. Et là, avec ces ponchos et ces coupes-vents qui arrivent sur le marché très, 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 très bientôt, avoir un produit qui est le plus éco-conçu possible et surtout sur lequel on peut répondre absolument à toutes les questions qu'on va nous poser sur la matière, etc. Voilà. Merci Agathe pour ces précisions. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des microparticules de plastique au lavage? Est-ce que c'est des tests que vous avez pu effectuer également? Est-ce que le fait de recycler la matière, ça a un impact peut-être sur la partie relargage ou en principe, comme c'est souvent lors des premiers lavages, bah, en soi, on peut se dire qu'une fois que le fil est recyclé, on a moins ce problème-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu tester? Alors, c'est très compliqué à l'heure actuelle de le quantifier, mais est-ce que voilà, vous vous êtes questionné sur cette partie? Ouais, on s'est questionné sur cette partie. En plus, c'est bien que tu abordes ce sujet parce que c'est un sujet qui est souvent un peu tabou pour les gens qui travaillent sur des fibres synthétiques. Alors là, on a quand même, en plus de ces questions, beaucoup de médias qui s'intéressent à la question et parfois j'ai envie de dire quel dommage, il y a tellement plus à faire et tellement plus important à gérer. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'éco-conception, c'est qu'on travaille en entonnoir, c'est-à-dire qu'on va venir gérer le plus gros des impacts et après réduire. Les microparticules font partie des impacts, bien sûr. Par contre, nous, on s'est rendu compte dans l'analyse de cycle de vie, dans toutes les études qu'on a menées et que je viens de présenter, que ce n'était pas du tout le plus gros chantier en termes de textile. Donc, par contre, on conseille toujours d'avoir des sacs, vous savez, qu'on peut mettre dans les machines à laver. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de machines qui s'équipent de filtres antiparticules. Il va arriver sur des solutions, mais il faut savoir que l'eau qu'on utilise, elle est quand même filtrée plusieurs fois, en tout cas sur notre territoire, hein, ce n'est pas le cas partout. Mais voilà, on s'est posé la question, on n'a pas fait d'études spécifiques. Ce qu'il faut bien comprendre par contre, c'est que dans l'analyse de cycle de vie, tous ces éléments-là, quand on parle d'une matière, et en plus, nous, on l'a comparé à des matières, à des fibres naturelles, qui relarguent aussi, hein, d'ailleurs, personne ne sait, ou en tout cas, on ne dit pas assez. Sachez que les fibres de coton relarguent aussi des microparticules et que ce n'est pas forcément bon pour l'environnement et on ne les voit pas à l'œil nu. Donc, en tout cas, l'idée, c'était plutôt de comparer par rapport à l'existant pour générer des gains environnementaux. On peut toujours s'améliorer. Ça restera un axe d'amélioration. De toute façon, le plastique, il n'y a aucune matière qui est bonne pour l'environnement et qui est 100% neutre. Ça, c'est pas possible à partir du moment où on crée un produit, et ça, il faut bien l'avoir en tête, vous aurez des impacts environnementaux. Nous, ce qu'on cherche à faire chez Ecolan, c'est comment réduire par rapport à l'existant au niveau maximum ce qu'on est capable de faire. Et en plus de ça, on ne rogne pas sur le confort, on ne rogne pas sur toutes les habitudes des consommateurs. Donc, c'est un vrai enjeu, mais pour nous, le plastique, souvent les gens qui travaillent dans le plastique, ils ont tendance à dire que le plastique, c'est fantastique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le recyclage sur les fibres plastiques est souvent beaucoup moins impactant, en tout cas nous on le voit sur nos process de recyclage du nylon, que certains process de recyclage de fibres naturelles. Voilà. Donc il faut bien le garder en tête. Ok, merci Agathe. C'est vrai que c'est encore assez difficile de quantifier dans les analyses de cycle de vie le relargage des microparticules de plastique, mais aussi le relargage, comme tu le disais, des fibres naturelles qui relarguent aussi en fait tous les process d'énoblissement qu'il y a eu avant, donc pas mal de produits chimiques également. Et ça, on a encore beaucoup de mal à le modéliser et à vraiment avoir des résultats derrière ça. Mais merci pour avoir répondu à ce point. Donc, encore quelques petites questions sur Révélation notamment. Donc, vous avez travaillé sur vos matières premières, ça c'est un fait. Donc, c'est une des grandes stratégies d'éco-conception que vous utilisez. Est-ce qu'il y a eu d'autres stratégies d'éco-conception que vous avez mis en place? Est-ce que tu peux nous en dire plus? 1 milliard. Non, je plaisante. Oui, en fait, on ne peut pas travailler que sur un seul des pendants d'un produit. Je reprends l'exemple de nos ponchos imperméables qui vont sortir là prochainement.
Dans un poncho, vous avez la matière, vous allez avoir les coutures, vous allez avoir le degré d'imperméabilité, vous allez avoir la matière qui est à l'intérieur, vous allez avoir le design, l'affûtage, les couleurs, les quantités, tout ça est géré. Et donc, nous, avant de produire cette collection de capsules, on est hyper fiers, qui est complètement bio-inspirée par ailleurs. Donc, encore une fois, cet ancrage très nature. On a décidé de les produire en très peu de quantité, par exemple. Comme les chaussettes, ça c'est aussi un parti pris qui n'est pas forcément dans le modèle économique le plus classique que l'on peut retrouver dans les marques de mode et surtout les marques de mode premium. Mais c'est un parti pris qu'on a décidé de faire parce qu'on a trouvé le bon compromis justement sur la quantité qu'on était capable de produire pour ne pas générer finalement et se retrouver avec des fins de stock ou des choses que l'on ne pourrait pas vendre, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler sur ces quantités pour que, par exemple, je vais prendre l'exemple de la teinture et des imprimés, pour que ce soit le bon réglage. Par exemple, un rouleau imprimé, je sais pas, je dis n'importe quoi, il va falloir au moins 6 mètres parce que il faut le temps que l'impression se fasse. En fait, du coup, on a ajusté le nombre finalement de produits à ce nombre de 6 mètres pour un peu comme des carreaux de carrelage. Je ne sais pas si ça vous parle, mais faut demander en termes de mètres carrés. Sauf que les paquets de carrelage, je sais pas, ils sont partis packs. En fait, du coup, on a calculé finalement par nombre de packs directement pour produire à la fin. Et ce qui est là aussi un outil d'éco-conception. Les couleurs, le design, c'est un vrai sujet. Il a fallu s'entendre avec la direction artistique pour que on puisse mettre uniquement les choses dont on avait besoin. Par exemple, les œillets. Les œillets, vous savez, ce sont ces petites choses souvent que l'on voit en métal et qui permettent l'aération souvent sous les bras ou le long du corps pour que l'air circule à l'intérieur de votre vêtement. Et sur un coupon imperméable, c'est un vrai sujet pour que ça reste confortable. Et en fait, on a limité au maximum ce nombre d'œillets et on les a placés beaucoup plus stratégiquement. On a travaillé aussi sur la taille et sur la matière de ces œillets, donc qui sont vraiment les accessoires qui est un vrai sujet, mais pour les placer au bon endroit, etc. Donc ça, c'est vraiment un travail collectif pour rechallenger l'ensemble des parties prenantes sur l'ensemble de ces choix d'achat qui constituent un seul et même vêtement. Et vous allez avoir la même chose sur tous les produits qui ont des fermetures éclairs, qui ont des boutons. Par exemple, on a décidé de mettre des boutons pression plutôt qu'une fermeture éclair parce qu'en termes d'impact environnemental, c'était beaucoup plus intéressant. Et on n'a pas rogné en fait sur finalement la technicité du produit, puisqu'on a retravaillé sur des coutures différentes qui permettent à l'eau de ne pas rentrer à l'intérieur. Et donc ça, c'est aussi un des outils qu'on a utilisé en termes de conception. Ok, donc on voit que la démarche d'éco-conception est vraiment très présente hein, dans la marque Révélation. C'est très intéressant. Je vois que tourne. On va peut-être demander s'il y a des questions dans la salle. Donc n'hésitez pas à soit prendre le micro, soit poser vos questions dans le chat. Alors, est-ce qu'on a des questions? On a une question. L'eutrophisation marine. Oui, alors qu'est-ce que l'eutrophisation marine? En fait, c'est. Bon, je ne sais pas si tu veux répondre, Louise, en fait. Oui, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas forcément expliqué donc, les indicateurs environnementaux qui ont été utilisés. Donc, l'eutrophisation, on le retrouve souvent dans le textile. Ça va être un critère environnemental un peu incontournable dans le secteur du textile. En fait, il s'agit, donc l'eutrophisation dans la nature, c'est un excès d'azote dans un milieu, de phosphore, ce qui va saturer en fait un milieu, ce qui va l'asphyxier. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un trop plein d'azote, trop plein de phosphore qui va faire en sorte que, en fait, c'est le phénomène des algues vertes qu'on peut voir aussi. Donc, il y a toute une population d'algues qui va proliférer et en fait asphyxier le milieu d'en dessous. Donc, la photosynthèse va plus pouvoir s'opérer. Donc, ça va être la mort en fait de tous les organismes en dessous. Donc, c'est une grosse problématique. Voilà un peu. J'espère que ça a répondu à la question. On avait aussi des questions. Alors là, peut-être plus pour moi sur la partie collant. Est-ce qu'on peut apporter les collants abîmés au point de collecte? Oui, j'en ai pas parlé en parallèle de nos recherches. On a vraiment 3 grandes activités chez Collant. C'est la recherche autour du recyclage des bobines. Donc aujourd'hui, ça a marché. Maintenant, l'idée, c'est on ne fait plus de recherche, on fait du développement industriel. En parallèle de ça, forcément, qui dit développement industriel dit collecte de collants. Donc aujourd'hui, on collecte dans toute la France. On travaille avec des collecteurs trieurs textiles. Donc quand vous ramenez vos collants dans les points d'apport volontaire près de chez vous, normalement, en tout cas dans la plupart des endroits en France, ils nous reviennent. Et on travaille aussi avec des entités où vous pouvez amener directement vos collants
chez nos partenaires, je vais prendre un exemple concret avec qui on travaille en ce moment, dans tous les printemps de France, vous allez retrouver des box et collants dans lesquels vous pouvez ramener vos collants usagés. Alors, on commence par collecter des collants parce qu'on a développé tout notre procédé sur ce produit-là et on sait bien le faire et ça marche et voilà, et on va pouvoir développer. Mais à terme, on collectera aussi tout ce qu'on pourra retrouver, par exemple, dans la lingerie ou voilà, dans les autres textiles. Donc, tous les printemps de France, tous les points d'apport volontaire textile. Et après, n'hésitez pas à nous recontacter en fonction de l'endroit où vous êtes en France. On pourra aussi vous rediriger vers le point d'apport volontaire le plus proche de chez vous. Merci Agathe. Je vois qu'on a une autre question te concernant. Auprès de qui vous fournissez et combien de matière pour produire une bobine? Alors ça, c'est variable en fonction de ce qu'on produit. Typiquement, je vais commencer par la partie collant et les bobines de nylon que l'on produit à partir des collants usagés. Ça, je ne pourrais pas vous donner la réponse parce qu'on est soumis à une très forte confidentialité et ça concerne le procédé. Maintenant, pour peut-être la question concerne plus l'image qu'on a sous les yeux et justement les granulés de nos chaussettes. Il faut quand même, je crois qu'on avait près de 50 kilos pour faire les bobines et on en a fait à peu près une dizaine. Donc, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Mais après, en fait, le nombre de bobines, la quantité de matière pour faire une bobine, ça va dépendre de la taille de votre bobine et d'une bobine de fil. Une fois qu'elle est sortie du four, on va l'appeler comme ça, il va falloir quand même travailler sur le fil, la texturer. Donc, ça va dépendre énormément de critères. C'est difficile de répondre sur tous les produits qu'on fabrique et sur toutes les matières qu'on travaille. Et auprès de qui on se fournit? Alors, en nylon, auprès de nous-mêmes, puisqu'on est capable de le recycler. Donc, on se fournit auprès des gens qui nous ramènent des collants en fin de vie. Et après, pour le polyester, là, pour le coup, c'est des fournisseurs qu'on trouve en Europe, en tout cas sur la partie bobine, puisqu'on n'a pas de fabricant en France. Donc, là, on est plutôt sur la partie espagnole. Et donc, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter après. Il n'y a aucun problème, il y aura un SAV. On pourra même peut-être faire de la mise en relation, mais en tout cas, voilà, on peut trouver des matières recyclées. Il faut juste vraiment contrôler en fonction des fournisseurs avec lesquels vous travaillez, s'ils ont une idée de d'où viennent les matières premières, etc., pour pouvoir remonter. Et ça, c'est un vrai challenge en éco-conception, encore plus en textile. Il y a beaucoup de fournisseurs qui ne savent même pas d'où viennent leurs matières. Quand vous baladez dans les usines textiles, vous vous rendez compte qu'en fait, la plupart des gens ne savent même pas d'où viennent leurs bobines. Donc, en tout cas, nous, on a fait un petit mapping, on a fait un gros travail de fond là-dessus avec le pôle éco-conception. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi pour des questions comme ça détaillées. On pourra même se caler un petit rendez-vous direct pour répondre à vos questions. Et Agathe, est-ce que tu as remarqué une perte de performance mécanique sur le PET recyclé? Et non, c'était un peu la question à 100 000 $. Non, en fait, on n'a pas regardé que en fait, la résistance mécanique. Il y avait plein de choses qu'on a regardé dedans. On a regardé, par exemple, la résistance à l'éclatement. L'éclatement, il faut imaginer qu'il y a une bulle comme ça, et on met un morceau de tissu, un morceau de chaussette, et on va venir écarter, tendre, et voir, en fait, à quelle force le textile va éclater. Ça, par exemple, les résultats sont plutôt probants sur notre chaussette parce que comme on a fait un fil guipé, comme celui qu'on voyait sur le collant tout à l'heure sur l'image de microscopie, en fait, on a travaillé sur un fil qui était solide et on a fait un tricot assez serré, donc ça a bien tenu. En fait, dans les tests de résistance mécanique, vous avez aussi l'abrasion. On a frotté la chaussette pour imiter en fait un talon, pour imiter un nombre de jours, comme ça de manière mécanique, en regardant finalement si au bout d'un moment ça commençait à se fissurer ou en tout cas à créer des signes de faiblesse. Là aussi, on est bien placé. Pareil sur la résistance à la couleur. On a fait des tests pour voir si notre pigment il tenait plus ou moins par rapport à des fibres naturelles et encore une fois par rapport à 6 paires de chaussettes que l'on trouve sur le marché. Là aussi, excellent résultat pour la chaussette Révélation. Donc voilà, il faut prendre vraiment tous ces critères. Et il y en a d'autres sur lesquels on était ISO du coton. Enfin, ça dépendait vraiment des critères, quoi. Voilà. Ok. Merci. Une dernière question peut-être. Donc, la quantité de collants récoltés à l'heure actuelle, est-ce que ça couvre les besoins ou il y aurait besoin d'accroître ce gîte-là? Alors,
Oui, alors aujourd'hui, alors on est hyper fiers en plus, donc je vais vous le partager. On a commencé la collecte en 2021. On avait collecté 900 kilos. On était hyper contents parce que c'est un peu comme la première personne qui a collecté les piles. On ne savait pas trop si ça allait marcher. Et puis, l'éco-organisme nous avait dit ça va être difficile quand même. Bon, constat plutôt probant. On s'est dit on va continuer. En 2022, on avait collecté 3 tonnes. Là, on était trop contents. On s'est dit 3 tonnes, ça nous correspond à peu près à nos besoins de l'année, puisque aujourd'hui, toute la collecte est destinée à nos laboratoires pour travailler sur ce qu'on appelle le scale-up, donc la montée en échelle de notre procédé qui aujourd'hui est à échelle laboratoire pour l'amener à une échelle industrielle. Et là, on vient de finir les bilans avec Mérima, ma collègue, sur cette partie collecte. On a collecté en 2023 12 tonnes de collants usagés partout sur le territoire. Donc, on est plutôt hyper fiers de ça. Et donc, oui, on a assez pour nos besoins aujourd'hui, mais on va avoir besoin de l'accroître, puisque comme nos enjeux, c'est de grossir en échelle de développer la première usine de recyclage de nylon, on va avoir besoin d'un peu plus de nylon. Et donc, oui, on continue à développer les partenariats de collecte et avec plaisir, pour pouvoir échanger à ce sujet, on collecte aujourd'hui auprès de plein d'entités différentes qui ont justement à cœur de développer des démarches responsables au sein de leur entreprise. Donc, on travaille comme ça avec des entreprises des types les URSSAF, la SNCF, voilà, ça peut être d'autres grandes maisons du luxe, des palaces parisiens aussi qui sont très consommateurs. Voilà, on travaille avec tout type d'entité qui a à cœur de développer la démarche et on accompagne énormément la formation des ambassadeurs chez vous directement pour pouvoir le mettre en place. Donc, on a vraiment des outils dédiés. Donc, avec plaisir pour échanger à ce sujet. Et oui, il nous en faudra plus. Merci beaucoup, Agathe. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Le mot de la fin, c'est il ne faut jamais s'arrêter. Nous, on est en amélioration continue de nos process. On a toujours de quoi s'améliorer. Et que ce soit sur tous les volets de la boîte, hein, que ce soit sur notre manière même de fonctionner au bureau, ou que ce soit même notre manière de produire ou notre manière d'éco-concevoir, ne serait-ce que nos procédés de recyclage. Là aussi, c'est pas évident. C'est difficile et les difficultés qu'on peut rencontrer, parce que l'on n'est pas parlé, c'est justement la prévention par rapport aux différentes parties prenantes qu'on peut avoir. Et le domaine textile, c'est un exemple de produit complexe puisqu'il faut plein d'étapes pour produire un vêtement. Et donc, il faut engager plein de monde dans la démarche. Et quand vous appelez des fournisseurs en Espagne pour leur demander d'où vient leur matière, il faut imaginer que c'est les enquiquine un peu, puis ça met tout le monde très mal à l'aise. Donc, l'idée là-dedans, c'est d'avoir, je pense, beaucoup de pédagogie. Nous, c'est comme ça qu'on aborde les choses et se faire accompagner. Le pôle éco-conception, ils ont une équipe de dingue. Et il faut se faire aider. Voilà, ça marche beaucoup mieux. Même si vous avez les compétences en interne, pour le coup. Merci beaucoup, Agathe. En effet, oui, c'est le grand principe de l'éco-conception, c'est que c'est vraiment une démarche d'amélioration continue. On pourra toujours moins impacter. L'objectif, voilà, c'est d'avoir toute cette énergie et d'essayer de faire le mieux possible. Merci beaucoup, Agathe. Vous pourrez retrouver donc la fiche de retour d'expérience de Ecolan sur le site du pôle éco-conception avec tous les autres retours d'expérience d'entreprises qui, comme Agathe, comme Ecolan, se sont lancées dans l'éco-conception. Donc voilà, vous pourrez retrouver tout ça sur notre site internet. Vous pourrez retrouver également tous nos travaux, donc tous des produits aussi en vente sur le site avec des guides thématiques sur l'éco-conception, par exemple dans le secteur alimentaire, dans le secteur de l'emballage. Voilà, vous avez accès à tout ça. On a aussi le Green to Market qui est disponible. Voilà, vous retrouverez tous ces documents sur notre site. J'en profite aussi pour vous parler du webinaire de la semaine prochaine, donc de mardi prochain, qui a pour objectif de vous parler des dispositifs d'aide. Donc on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais des dispositifs d'aide qui peuvent vous permettre de bénéficier d'un diagnostic d'éco-conception. Donc, on reparlera de tout ça mardi avec les experts en France sur le sujet au pôle éco-conception. Voilà, on espère que ce webinaire vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore, Agathe, d'avoir été parmi nous. Et donc, le webinaire sera disponible en replay très prochainement. Merci à tous et n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez d'autres questions qui viennent entre-temps. À bientôt. Merci beaucoup. Bon week-end à tous.